par cette présentation, par quelques données, les aspects qui ont été évoqués durant la discussion matinale. Et pour ce faire, permettez-moi d'introduire mon propos en insistant sur certains points évidents. On sait bien que dans le monde, le cancer de la prostate est le premier cancer chez l'homme. C'est une maladie fréquente et malheureusement, on remarque sur le plan épidémiologique et surtout l'épidémiologie analytique que l'évolution de ces cancers est marquée par une issue qui fréquemment est malheureuse, puisque un patient sur 3, voire un patient sur 2, feront des métastases, qui est responsable de mortalité et bien sûr de morbidité, par l'évolution et par les traitements nécessaires pour traiter cette maladie métastatique. Et malheureusement aussi, et comme on l'a si bien, comme ce qui a été très bien expliqué par la présentation de notre collègue, je ne sais pas si vous m'entendez, d'accord. Donc, comme c'est ce qui a été si bien expliqué par la présentation de notre collègue, c'est pourvoyeur de l'apparition de clones résistants. Bon, il y a bien sûr des traitements classiques qui ont été bien expliqués durant le matin, mais par contre, malgré le bénéfice de ces traitements classiques, il y a plusieurs problématiques. On s'expose souvent à des échecs fréquents locaux et métastatiques avec des survies réduites. Quand on parle de la maladie oligométastatique, vous avez bien insisté sur ce continuum pronostique. Donc là, probablement que la stratégie thérapeutique devrait changer pour ne pas perdre en termes de chances de curabilité. La qualité de vie est très importante et Oussed Jouhadi parle souvent durant au sein de notre équipe de la qualité de vie. Et donc, cette question, quel est l'apport de la radiothérapie dans le cancer du prostate métastatique avec cette évolution conceptuelle et qui fera partie de l'évolution de d'autres concepts dans la médecine personnalisée. Permettez-moi d'exposer mon physiopathologique et épidémiologique pour de certaines notions physiopathologiques et épidémiologiques qui me permettront de développer ma présentation. Puis par la suite, les points saillants de la place de la radiothérapie dans le cancer de la prostate. Premièrement, la place du traitement local, puis par la place du traitement des métastases à intention curative, et avec plusieurs situations qu'on évoquera durant la présentation. Bien sûr, il n'y a pas le curatif, il y a aussi le palliatif, et une perspective d'avenir, c'est l'association de cette radiothérapie avec des traitements dirigés vers favorisant la réaction immunitaire et cette perspective d'effet immunomodulateur de la radiothérapie. Donc, pour le rappel, j'ai choisi cette fameuse théorie du grain et du sol de James Paté, qui a été publiée, qui a été décrite par l'auteur même au XIXe siècle et qui a évolué au fil du temps dans la compréhension de cette théorie avec schématiquement une première graine qui se développe, qui obtient certaines propriétés moléculaires d'agressivité au niveau de la tumeur primitive. Elle va circuler dans la circulation sanguine et deviendra des cellules circulantes et cherchera un environnement propice pour développer des métastases qui, elles, par la suite, pourront être de nouvelles graines pour reformer d'autres métastases. D'où le concept de crosstalk qui a été évoqué par mon cher collègue. Mais, mis à part le crosstalk, et je ne reviendrai pas sur le crosstalk et l'expliquer, c'est le passage de la monoclonalité à la polyclonalité qui pose problème. C'est-à-dire que quand on est dans la maladie oligométastatique, probablement qu'on est dans un continuum moléculaire, dans une conceptualisation moléculaire de monoclonalité qui permettrait probablement de retarder l'agressivité de la maladie et le passage à une agressivité de la maladie à une maladie polyclonale, parce qu'on sait que suite à cette étude, il y a une évolution phylogénétique où on passera d'un clone indolent au clone agressif. Quelques aspects épidémiologiques, on sait bien que majoritairement, c'est des métastases osseuses, qui, en second lieu, des métastases ganglionnaires et puis par la suite des métastases viscérales, qui, elles, sont de très mauvais pronostics. Et plus on avance dans cette courbe, plus on améliore notre pronostic, plus on a la possibilité de chroniciser la maladie, le concept de chronicisation de la maladie. Et donc, pourquoi pas ne pas être agressif et s'approcher aux stratégies thérapeutiques de la maladie locale et localement avancée. Donc voilà. Et c'est ce qui explique un petit peu, suite à cette étude du registre, c'est un registre épidémiologique allemand, c'est ce qui explique un petit peu le TNM, avec comme M1A métastase ganglionnaire, M1B métastase osseuse et M1C métastase
viscérale. Il n'y a pas que le site, il y a aussi le nombre. Et on remarque que les courbes en termes de survie pour une seule métastase sont totalement différentes. Il y a une grosse séparation entre les courbes pour des maladies dépassant plus de 2 métastases. Et on a l'impression que ces courbes ressemblent, la courbe d'une seule métastase ressemble à la courbe de survie d'une maladie non métastatique. Ce qui nous amène à parler du fameux consensus de Saint-Gallen de la maladie oligométastatique qui était publié en 2015. Ça vaut ce que ça vaut, c'est un accord d'experts, donc c'est un stade de recommandation 3, voire c'est un niveau de preuve 3, voire 4, et qui définit la maladie oligométastatique, on parle de maladie oligométastatique, pour des moins de 3 métastases osseuses ou ganglionnaires, on élimine le viscéral. Le viscéral ne fait pas partie de la maladie oligométastatique. Alors, il y a une autre nomenclature qu'on peut évoquer. Il y a les maladies oligométastatiques synchrones et métachrones, c'est deux concepts différents. Il y a la maladie la maladie polymétastatique, mais qui fait une oligoprégression en cours de traitement sédatif. On est à plus de 3 ou de 5 en fonction des écoles, parce que la maladie oligométastatique, il n'y a pas un accord consensuel sur la définition. Donc, quand on est dans la maladie polymétastatique, c'est-à-dire quand on dépasse 5 métastases sous traitement systémique et qu'il y a l'apparition de une ou deux lésions au niveau osseux ou ganglionnaire, on pourrait parler de oligoprogression. Bien sûr, cette nomenclature sera utile par la suite pour préciser certains aspects au cours de cette présentation. Donc, première question, quelle est la place de la radiothérapie de la prostate dans le cancer de la prostate métastatique? Alors, je commencerai de façon en crescendo en fonction du niveau de preuve. Et le niveau de preuve le plus bas qu'on sait, c'est les études rétrospectives qui ont été publiées entre 2017 et 2016. Pour la plupart, c'était des analyses de registres épidémiologiques. Et on remarque en rouge que la plupart des études rétrospectives, on remarque que le type de traitement était soit chirurgie ou radiothérapie. Donc, vous avez raison. La chirurgie, elle est intégrée, elle a son niveau de preuve, mais qui n'a pas encore été démontrée par des phases 3 randomisées. On attend avec impatience les premiers résultats. Et le bénéfice qui a été rapporté dans les différentes études était principalement un bénéfice de mortalité spécifique liée au cancer ou de survie globale. Donc, c'est intéressant. Sauf que quand on voit plus profondément dans ces articles, on remarque que plus la maladie métastatique est sévère, plus le risque de mortalité à 3 ans lié au cancer de la prostate métastatique est important, plus le bénéfice rapporté du traitement local est faible. Donc, on s'approche un petit peu de ce concept qui a été discuté ce matin. On s'approche encore plus quand on voit que le pronostic dépend principalement de la charge métastatique, c'est-à-dire que plus le nombre de métastases osseuses principalement est important, plus le pronostic est mauvais. Donc, on est devant une charge tumorale faible ou charge tumorale élevée ou oligométastatique ou polymétastatique. Donc, la question, c'est est-ce que le traitement local peut s'adresser pour toutes les maladies métastatiques? Donc, 2 essais randomisés phase 3, donc là, on est passé du non randomisé au randomisé, qui ont été publiés dans la littérature, Stampede et ORAD. Alors, pour Stampede, c'était une randomisation avec une randomisation pour une maladie métastatique hormonosensible synchrone, avec une possibilité de stratification en fonction du risque latitude ou de la charge métastatique de Chartride, avec une randomisation one-to-one, avec un schéma qui était jugé comme étant suboptimal, bien sûr, comme a dit cette année tout à l'heure, le 30 en 6 fractions ou l'hypofractionné, qui est jugé comme étant suboptimal, et ça a été discuté aussi dans la présentation de nos chers collègues, avec plusieurs critères de stratification. L'objectif primaire, c'était la survie globale, et plusieurs objectifs secondaires. La cohorte était comparable, que ce soit pour le bras contrôle ou le bras testé, on utilisait scintigraphie osseuse et scanner thoraco-abdominopelvien. On n'utilisait pas PET-choline dans l'étude Stampede. Et on utilisait comme critère de stratification selon la charge métastatique, on utilisait les critères de Chartride qui étaient définis soit par une métaviscérale, quand on parle du charge élevé métaviscérale, et ou plus de 4 lésions dans 4 lésions osseuses dans une périphérique. Voilà. Donc, eu égard de cette stratification, le bénéfice en termes de survie globale à 3 ans n'a été rapporté que dans la charge métastatique faible, avec une diminution de risque de 30% du risque de décès. Voilà. Alors, le bénéfice est rapporté malgré la faible dose de la radiothérapie. On revient sur la même slide que vous avez évoquée dans l'étude du JCO,
avec un cutoff qui était de 66 degrés et qui démontrait l'effet de dose par rapport l'effet de dose rapporté sur la survie globale dans le cadre de la maladie métastatique. Mais il faut savoir que 66 degrés, aujourd'hui, vu les nouvelles techniques, ne présente pas un risque de toxicité très important. Donc, première chose, même avec un niveau de dose faible, on a pu rapporter un bénéfice en termes de survie globale dans des émissions de phase randomisée, ce qui augmente la preuve. Le 66 degrés, c'est vrai qu'à partir de 66 degrés, on a un bénéfice, mais il faut savoir que le 66 degrés, aujourd'hui, avec les nouvelles techniques, c'est facile à donner. Donc, la deuxième étude ORAD, c'était que des métastases osseuses uniques, objectif primaire le même, survie globale. Il y avait un bénéfice en service sans progression biochimique, mais malheureusement, l'étude était négative parce qu'il n'y avait pas de bénéfice en survie globale. En analyse de forest plot, ce qui a été remarqué, c'est que quand on a moins de 5 lésions, ce qui représentait un échantillon qui était faible en termes de puissance statistique, on a un hasard ratio qui était à 0,68, donc probablement qu'il y a un bénéfice, mais l'intervalle de confiance dépassait 1. Donc, il y avait besoin d'un échantillon plus important pour des malades ayant moins de 5 lésions pour démontrer le bénéfice statistiquement significatif. Et quand on a un problème de niveau de preuve, on réunit tout et on met ça en métastase. Et donc là, on met ça en méta-analyse. Et la méta-analyse de StopCap, qui avait réuni les deux études, montre un bénéfice absolu de 7% pour la maladie de moins de 5 métastases osseuses à 3 ans. Donc, il y a un bénéfice statistiquement significatif. Donc, on est devant deux regroupements nosologiques, charge métastatique faible ou oligométastatique, où l'intérêt est élevé de la radiothérapie de la prostate, et polymétastatique ou charge métastatique élevée, où l'intérêt est faible de la radiothérapie de la prostate. Et là, j'ai montré un schéma qui illustre le continuum pronostic de la maladie métastatique. Nous attendrons avec impatience les résultats des deux derniers bras de PIS-1. On sait que cette année, PIS-1, elle a donné les résultats des 2 premiers bras. On attendra les résultats des 2 autres bras dans le cadre qui posera la question principale, le bénéfice de la radiothérapie de la prostate associé à une intensification thérapeutique. Est-ce qu'on gagne quelque chose par rapport à l'utilisation de la radiothérapie de la prostate? Il y a aussi l'étude SWOG qui a été évoquée par nos amis chirurgiens, où il y a aussi, dans la randomisation traitement local, on acceptait la chirurgie. Il y aura une stratification avec pré-planifié, on comparera en forest plot qu'est-ce qui fait mieux, chirurgie ou radiothérapie. Ce serait une étude qui nous permettra d'avoir plus de données. Il y a aussi oligo et polymétastatique. On posera la question, est-ce que dans le cadre de la charge métastatique élevée, est-ce qu'il y a un impact en termes de survie? Et donc, on attendra avec impatience l'étude du SWOG 1802. En ce qui concerne le traitement de la maladie métastatique, donc on parle d'un traitement dirigé aux métastases, donc Metastatic Directed Therapy ou MDT. Donc, qu'en est-il de l'intérêt de ce traitement dirigé aux métastases? Alors, 3 situations à discuter: l'oligométastatique hormonosensible, l'oligométastatique résistant à la castration et l'oligoprogression. Pour parler de l'oligométastatique, je commence par les études rétrospectives et j'essaie d'augmenter en niveau de preuve. Et pour les études rétrospectives, on peut réunir tout ça par une revue systématique qui a essayé de mettre des critères d'inclusion en fonction de la qualité des études. Et au final, ils sont restés sur 15 études. Alors, les critères sont intéressants. Il n'y avait pas de métaviscéral, donc on acceptait que l'os et le ganglion. Donc, métaviscéral éliminé. Alors, et toutes les études, quand on fait de la MDT, on fait une imagerie métabolique. Donc, que ce soit PET-choline ou PET-PSMA. Donc, on demanderait principalement, fortement recommandé pour les patients chez qui on veut indiquer une MDT, une imagerie métabolique. Bien sûr, tout dépend, comme a dit notre cher maître Seth Johadi, de la disponibilité au sein des différents pays. On autorisait la chirurgie ou la radiothérapie. La chirurgie était proposée principalement pour les métastases ganglionnaires. Le traitement systémique était autorisé et une radiothérapie prophylactique au niveau ganglionnaire était autorisée pour les métaganglionnaires. Est-ce qu'on remarque que la MDT a un bénéfice très important avec un survie sans progression 1 an à 3 ans de 50%, c'est-à-dire un patient sur 2 pourra être, au moins un patient sur 2 pourront être contrôlés entre 1 an et 3 ans. Et cela nous amène à dire, est-ce que, puisqu'on arrive à contrôler, ce qui a été la remarque de notre chers collègues, est-ce qu'on arrive à contrôler ces maladies longtemps, est-ce qu'on peut retarder l'introduction d'un traitement systémique et principalement l'hormonothérapie? Pourquoi penser à une survie sans hormonothérapie? Parce que ça diminue le risque de syndrome métabolique et ça diminue le risque de cardiopathie ischémique. Surtout que quand on chronicise la maladie, c'est des longs survivants qui vont courir le risque de cardiopathie. Quand on voit les études rétrospectives
ben, la survie sans hormonothérapie est intéressante, avec des médianes de survie de 25 à 32 mois grâce à la MDT. Et quand on voit la phase 2 publiée dans le JCO de Pierre Host, on remarque que ça diminue le risque d'introduction d'une hormonothérapie de 40 à 60%, avec un gain en termes de survie sans hormonothérapie absolu de 8 mois. Donc, en gros, ça a un niveau de preuve, et tout en sachant que le gros risque serait l'autre question que pourraient poser certains, que pourraient poser nos collègues sceptiques par rapport au retard de l'hormonothérapie grâce à la MDT dans la maladie oligométastásique hormonosensible, c'est que on pourrait faire courir le risque d'apparition de maladies agressives et de polyprogression, et donc probablement ceci pourrait freiner certains sceptiques dans le sens où on aurait la crainte d'une évolution défavorable et agressive du fait de ne pas introduire un traitement en premier. Et donc, pour répondre à cette question, cette étude qui montre un petit peu l'histoire naturelle des malades de deux cohortes de patients en fonction de MDT seul ou MDT seul plus hormonothérapie, ce qui a été remarqué, c'est que la polyprogression, le pourcentage de polyprogression est le même, que ce soit qu'il y ait MDT seul ou MDT seul plus hormonothérapie. Et donc, le fait de retarder le traitement systémique ne fait pas courir le risque de faire une évolution agressive par la suite. Et donc, la MDT permet de retarder l'introduction des traitements systémiques sans compromettre l'évolution des maladies métastatiques. Alors, une autre étude de Oriol, qui elle, dans les critères d'inclusion, était plus large, puisqu'elle avait autorisé les métachrones. L'étude de Stamp était plutôt une étude qui avait des critères d'inclusion de synchrone. Et donc, pour l'étude d'Oriol, il y avait un bénéfice en survie sans progression. Donc, c'est un résultat oncologique en la faveur de la MDT. Et bien sûr, un clin d'œil vers l'avenir, la médecine personnalisée et la biologie moléculaire et les tests génétiques permettront d'affiner la sélection des patients, puisque quand on a une maladie agressive sur le plan moléculaire, il s'avère que probablement la MDT n'aurait pas une grande utilité. Alors, à quelle dose? Il n'y a pas un consensus. On préfère avoir une BED supérieure à 100 degrés, tout en sachant qu'une BED supérieure à 80 pourrait régler le problème selon certains auteurs. Tout dépend des situations cliniques, tout dépend de la situation du volume tumoral macroscopique par rapport aux organes à risque, surtout les organes à risque de type 1, les tissus 1 qu'il faudra dans la toxicité pourrait entraîner des morbidités très importantes ou une mortalité. Et donc, à ce moment-là, toute planification a ses contraintes et pourrait nous faire modifier les objectifs thérapeutiques. Mais grâce aux nouvelles techniques, principalement la radiothérapie stéréotactique, qui est présente dans notre centre et qui nous permet de faire augmenter le gradient de dose, qui nous permet de faire une décroissance de dose auprès des tissus sains à protéger. Bon, la radiothérapie stéréotaxique, ça a des définitions sur le plan technique, qui est, vu le temps, je m'étalerai pas sur les définitions techniques. On pourrait en parler au cours de la discussion. Pour passer rapidement sur les résultats de la MDT pour la maladie M1A, c'est-à-dire les ganglions lombo-aortiques, qui nous montre, suite à cette étude colligée de l'équipe de Pierre Host pour des patients qui étaient M1A à moins de 3 métastases, la question c'était qu'en est-il des résultats? Et on remarque que la médiane de contrôle de la maladie était de 21 mois, c'est-à-dire que plus qu'un patient sur deux pouvait être contrôlé suite à un traitement dirigé vers les métastases ganglionnaires, pouvait être contrôlé pendant 21 mois, et c'est assez cliniquement significatif. Mais ce qu'on remarque, c'est que ces malades, généralement, ils vont récidiver principalement au niveau de la chaîne ganglionnaire, soit lombo-aortique, soit pelvienne, et ce qui nous amène que pour les malades qui vont être irradiés par rapport à une adénopathie lombo-aortique, vaut mieux prendre toute la barre lombo-aortique. Et là, on le voit dans cette étude de Pattern of Failures qui montre que principalement, c'est une rechute ganglionnaire pour la maladie M1A oligométastatique qui avait bénéficié d'une MDT. Bon, il restera toujours deux écoles, soit les écoles auxquelles nous on faire partie avec notre cher maître professeur Joadi, on traite la barre lombo-aortique, et les autres écoles où on va plutôt traiter juste l'adénopathie pathologique. Bon, actuellement, on est plus pour la première école.
Donc, qu'en est-il de la maladie résistante à la castration oligométastatique? Pourquoi on parle de ce regroupement nosologique? Parce qu'il y a deux histoires naturelles possibles. Soit une maladie qui va se développer, qui va être la maladie développe, l'histoire de la maladie va être agressive. Soit elle peut redevenir hormonosensible si un traitement ablatif a été fait sur ces métastases, et donc elle va être retransformée en maladie indolente. Et c'est un petit peu notre objectif. Donc pourquoi? Pour faire l'ablation de ces clones résistants et pour maintenir une ligne thérapeutique et pour augmenter ce qu'on appelle le time to next intervention, c'est-à-dire retarder l'introduction d'une nouvelle ligne. Alors, comment sélectionner ces patients résistants à l'astration oligométastatique qui pourraient bénéficier de cette MDT? L'utilisation du temps de dédoublement, est-ce que la maladie est symptomatique ou pas? Et l'utilisation de l'imagerie métabolique. Et voici les sources bibliographiques qui ont parlé de ces différents critères de sélection. Et pour résumer ces critères de sélection pour les patients résistants à la castration oligométastatique qui peuvent bénéficier d'une MDT, c'est des patients, selon l'accord d'experts italien de la société Aero, ils utilisent les critères de sélection suivants pour ce type de regroupement nosologique: des malades qui étaient asymptomatiques, moins de 3 lésions, bien sûr, parce qu'on est dans l'oligométastatique, l'utilisation impérative d'une imagerie métabolique, un temps de dédoublement supérieur à 6 mois, avec un intervalle de plus de 12 mois après passage en résistance à la castration. On avait parlé de l'oligoprogression, c'est-à-dire on est en polyprogression, mais sous hormonothérapie de seconde génération avec l'apparition d'une ou deux lésions osseuses ou ganglionnaires. Y a-t-il un intérêt à maintenir la ligne et faire l'ablation des clones résistants? Ce qui a été démontré dans des études rétrospectives avec des définitions non consensuelles sur l'oligoprogression. Certains parlent de 3 nouvelles cibles, certains vont plutôt vers 5 cibles, ou d'autres parleraient de 1 ou 2 cibles nouvelles suite au bilan de staging fait en cours de traitement pour cette maladie polymétastatique. Et on remarque qu'on arrive à maintenir la ligne de façon plus longue, entre 16 et 28 mois. Donc, on resensibilise la maladie à la ligne qui est utilisée, qui a été utilisée où il y avait cette oligoprogression. Et donc, dans le même consensus italien, la conférence de consensus italienne, publiée en 2019, on sélectionnerait ces malades oligoprogressifs qui seraient inclus dans un protocole de MDT, des malades qui sont sous hormonothérapie de seconde génération, qui ont été contrôlés pendant plus de 6 mois et qui ont fait apparaître 1 ou 2 lésions osseuses ou ganglionnaires. Qu'en est-il de la place en attention palliative de la radiothérapie? On sait bien que le cancer de la prostate fait partie des histologies radiosensibles, et donc la place de la radiothérapie trouve sa place dans différentes situations palliatives, décompressives, antalgiques, et les protocoles vont être définis en fonction de la survie et en fonction de des situations cliniques particulières. Enfin, qu'est-ce que l'effet immunomodulateur? L'effet immunomodulateur découle un petit peu de plusieurs remarques. Alors, plusieurs notions. Premièrement, sur le plan purement biologique, l'utilisation des rayonnements ionisants pourrait entraîner des cassures simples ou double brin. Les cassures double brin entraîneraient une mort cellulaire avec la libération antigénique, ce qui activerait les cellules présentatrices, cellules dendritiques et les cellules présentatrices d'antigènes. Les cassures simple brin entraîneraient une sécrétion de cytokines et donc activeraient des lymphocytes lymphocytes TCD4 et les lymphocytes T8 et les lymphocytes TCD8 qui ont plutôt un rôle qui auront plutôt un rôle tumoricide. Et donc, à ce moment-là, ça permettrait à la fois de traiter la maladie, métastatique en activant ces lymphocytes TCD8 et protégerait contre l'apparition de nouvelles métastases, puisque ces lymphocytes TK helper pourraient entraîner un état d'immunovigilance, et cet état d'immunovigilance empêcherait l'apparition de maladies métastatiques par le contact des cellules circulantes dans la circulation sanguine, et ce qui ressemblerait un petit peu au même principe du sipuleucel T.
Plusieurs études cliniques ont essayé associer à la fois l'immunothérapie et la radiothérapie, et principalement l'étude phase 3 de Fizesi, qui avait fait une randomisation pour des patients CPRC post-docétaxel, radiothérapie à 8 grés plus placebo versus radiothérapie 8 grés plus un anti-CTLA4 qui est l'ipilimumab, à une dose de 3 mg kilo. Et on montre que pour ces maladies qui sont agressives, la possibilité d'obtenir une rémission prolongée par cette association de radiothérapie palliative et immunothérapie. Donc, en gros, actuellement, qu'est-ce qu'on peut recommander? Pour les recommandations françaises, ce qui est recommandé actuellement pour le traitement local, c'est pour le traitement local, il a été recommandé à haut niveau de preuve pour les charges métastatiques faibles. Pour la maladie, pour la maladie oligométastatique, actuellement, pour la maladie oligométastatique et le traitement dirigé des métastases, le niveau de preuve est certainement pas aussi élevé que le traitement local dans la maladie oligométastatique, mais nous attendrons plus d'essais pour le valider à un niveau de preuve élevé. Il peut être néanmoins recommandé, puisque dans cette présentation, nous avons démontré son bénéfice clinique. La même chose pour les recommandations américaines, où on recommande pour la maladie à charge métastatique faible l'utilisation de la radiothérapie prostatique, puisqu'elle a démontré son bénéfice en termes de survie globale. Et merci beaucoup.